vais vous parler aujourd'hui d'une expérience qui a été faite par Tom Gaynor. Tom Gaynor, c'est le PDG de Markel Group. Alors avant de vous parler de cette expérience, je vais vous redire deux mots sur Markel Group pour que vous compreniez un petit peu la philosophie de ce fameux Tom Gaynor. Alors vous ne connaissez probablement pas Markel Group. En fait, c'est un espèce de mini Berkshire Hathaway, c'est-à-dire qu'ils ont copié la manière de faire de Warren Buffett et de sa holding, plutôt avec succès d'ailleurs, puisque Markel Group pèse aujourd'hui 17 milliards de dollars. Et ce qui est drôle, c'est que Markel Group, c'est aujourd'hui l'une des positions de la holding de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, qui possède des actions Markel Group. Alors pour faire court, Markel, c'est à la base une société d'assurance. Et comme toute société d'assurance, elle a un énorme matelas de cash, puisqu'elle va toucher les primes des assurés en attendant d'avoir éventuellement des sinistres à rembourser. Et ce matelas de cash, elle va l'utiliser pour investir exactement comme Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway qui a donc une grosse part de ses activités en assurance et qui utilise le même principe. En fait, Markel va soit acheter des petites entreprises en entier et les mettre dans une filiale qui s'appelle Markel Ventures, ou bien va acheter des actions en bourse d'entreprises de qualité pour avoir un portefeuille boursier. Donc, on va dire une approche qui est très similaire à Berkshire Hathaway. Donc voilà, j'arrête sur Markel Group maintenant. En fait, c'est le genre de boîte que j'aime énormément. Elle a été introduite en bourse à 8 dollars en 1986 et elle vaut aujourd'hui 1340 dollars ou un petit peu plus, soit une appréciation de 15% par an pendant 36 ans. C'est vraiment pour moi un exemple de gestion. Mais en fait, ce dont je voulais vous parler, c'est pas de Markel Group, c'est donc ce fameux projet de Tom Gaynor, qui est un projet en fait de club d'investissement au sein de l'université. Alors Tom Gaynor n'a pas choisi des universités les plus prestigieuses, les plus riches, etc. Il s'est tourné vers des universités proches de chez lui. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il finance chaque année donc ces fameux clubs d'investissement. Mais avec une obligation énorme de la part de ces clubs qui est de ne pas revendre les actions avant 25 ans. Donc en fait, ce que fait Tom Gaynor, c'est qu'il donne 30 000 dollars à ses fonds d'investissement chaque année. Par exemple, en 2023, des étudiants vont devoir choisir dans quelle action investir avec la contrainte que ces actions ne soient pas revendues avant 2048. Et l'année suivante, en 2023, de nouveaux étudiants vont recevoir 30 000 dollars pour investir jusqu'en 2049, etc., etc., etc. Au bout des 25 ans, ce qui est fait, c'est que le portefeuille qui a été créé 25 ans plus tôt va être vendu. La moitié des fonds vont être destinés à financer des étudiants et des études, et l'autre moitié sera réinvestie pour que le fonds en fait perdure. Et le Wall Street Journal, dans lequel j'ai trouvé cette histoire, raconte que les étudiants s'appellent entre eux analystes, qui ne parlent pas d'actions, mais d'entreprises, etc. Et qu'ils ne réfléchissent pas à 1, 2 ou 3 ans, bien sûr, avec les contraintes qu'ils ont, mais à 10, 25 ou même 50 ans. Alors, vous savez, cette manière de penser son portefeuille comme s'il était quasiment pas vendable, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Warren Buffett en parle souvent aux étudiants. D'ailleurs, je vous en passe un petit extrait. In fact, I've told students, if when they got out of school, they got a punch card with 20 punches on it, and that's all the investment decisions they got to make in their entire life, they would get very rich because they would think very hard about each one. And you don't need 20 right decisions to get very rich. You know, 4 or 5 will probably do it over time. Ce que nous raconte Warren Buffett, c'est que à la sortie des études, si on donnait aux étudiants une carte avec la possibilité de ne faire que 20 décisions d'investissement dans une vie, un peu comme si à chaque fois qu'on prenait une décision, c'était perforé un peu à l'ancienne, ces étudiants deviendraient très riches, tout simplement parce qu'ils auraient dû étudier énormément avant de faire chaque décision d'investissement. Il nous dit même qu'on n'a pas besoin de faire 20 bonnes décisions d'investissement pour devenir très riche, 4 ou 5 bonnes décisions d'investissement suffisent. Et en fait, s'imaginer qu'on ne peut pas vendre pendant 25 ans, ça a un peu le même effet. On doit beaucoup plus réfléchir à ses investissements. Et je suis toujours surpris quand je discute avec des investisseurs particuliers du peu de recherche qu'ils font sur un titre avant d'investir. Et vraiment, c'est quelque chose que je constate au quotidien. Quelqu'un qui va s'acheter un objet à 1 000 euros ou bien qui va investir 1 000 euros dans une action va passer beaucoup plus de temps à choisir cet objet, que ce soit une montre, un écran de télé, peu importe. Et ça va jusqu'à des montants plus gros. Quelqu'un qui va s'acheter par exemple une voiture à 20 000 euros ou bien investir dans une action à 20 000 euros va passer beaucoup plus de temps à choisir sa voiture à 20 000 euros que son actif, enfin ses actions par exemple à 20 000 euros, alors qu'ils vont durer beaucoup plus longtemps dans le temps ou qu'ils vont rester beaucoup plus longtemps en portefeuille.
Mais cette règle des 25 ans, elle a beaucoup d'autres atouts. Déjà, elle oblige à chercher la survie à tout prix, ou plutôt, c'est pas à tout prix, mais elle oblige en priorité à chercher la survie. C'est-à-dire qu'on ne va pas choisir des entreprises qui vont être trop endettées, on ne va pas faire des paris sur des boîtes au bord de la faillite en se disant, bah là, peut-être qu'elle est en retournement, on ne va pas investir dans des biotech qui ont une chance sur 10 de survivre, etc. On va mettre la survie quasiment en numéro 1, ce qui va énormément diminuer le risque du portefeuille. Autre point important, de s'imaginer qu'on ne peut pas vendre pendant 25 ans, ça va obliger à ne pas faire de prévisions. Tout simplement parce que les prévisions, ça se fait sur 1 an, 2 ans, 3 ans. 25 ans, c'est trop long pour faire des prévisions. Donc on va plutôt essayer de faire des scénarios très optimistes, très pessimistes, etc. et s'imaginer comment les entreprises vont réagir avec des taux d'intérêt élevés, faibles, avec une situation de paix, de guerre, d'inflation, de désinflation, de matières premières élevées, etc., etc. Et un autre point auquel on doit aussi réfléchir, ça va être les méga-tendances. Ce qui est différent de la prévision, hein. S'imaginer des méga-tendances démographiques ou autres, c'est complètement différent de la prévision. On va essayer de s'imaginer où va le monde pour les prochaines décennies. Mais tout ça, c'est pas suffisant parce que de toute manière, quoi qu'il arrive, l'entreprise va devoir s'adapter à de nouveaux éléments. On l'a bien vu récemment, entre le Covid, l'inflation, la guerre en Ukraine, etc., l'entreprise doit s'adapter. Et pour bien s'adapter, il faut bien sûr un bon management, ce qui est souvent un facteur négligé dans l'analyse financière. On étudie toujours le management, mais on oublie à quel point c'est vraiment un facteur clé. Mais étudier le management, ça ne suffit pas parce que, honnêtement, sur une durée de 25 ans, il y a très peu de management qui vont tenir jusque-là. Donc, il va falloir aller un petit peu plus profond et étudier la culture de l'entreprise parce que c'est finalement la culture de l'entreprise qui va nous dire quel type de management va être choisi parce que finalement, c'est un tout. Les actionnaires, le management, les employés, etc., c'est un espèce d'écosystème, surtout dans les entreprises à très long terme. Donc, étudier de la culture nous permet de connaître les employés, les actionnaires et surtout le management qui va diriger tout ça. Alors, on a déjà vu beaucoup d'avantages, mais le dernier, c'est probablement le plus important. C'est que si vous êtes interdit de vendre, vous allez laisser courir vos gains. Alors oui, bien sûr, vous allez aussi laisser courir vos pertes, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que sur une durée de 25 ans, si vous arrivez à trouver une belle entreprise, par exemple, et qui va générer environ 10% de gains chaque année, les actions en bourse qui vont performer de 10% par an, au bout de 25 ans, vous allez avoir un investissement qui sera à peu près multiplié par 10. Alors que si vous avez une société qui fait faillite, ce qui est quand même relativement rare en bourse, il faut l'avouer, c'est relativement rare si vous choisissez bien vos valeurs, alors vous allez perdre la totalité du capital investi, mais pas plus. Alors attention, il ne faut pas du tout aller dans des extrêmes avec cette méthodologie qui est proposée par Tom Gainer. Vous avez le droit de vendre, il faut en profiter. Vous allez vendre des sociétés qui vous déçoivent, qui ne font pas ce que vous aviez prévu, des sociétés qui ont pivoté et pas dans le bon sens, un management qui arrive qui ne vous plaît pas, une tendance que vous n'aviez pas vu venir et la société se retrouve à l'inverse de cette tendance, ne s'adapte pas, etc. Vous pouvez avoir mal analysé la société et rater des choses qui se mettent à vous inquiéter. Donc il y a plein de raisons de vendre. Donc surtout profitez-en. Il ne faut pas rester, ne pas vendre pendant 25 ans, c'est pas une bonne idée. Mais peut-être ce qu'il faut faire, c'est au moment de l'achat, s'imaginer garder extrêmement longtemps ces titres. Ça, c'est quelque chose qui nous met dans un mindset, on l'a vu, qui est très très bon et qui nous pousse surtout à étudier beaucoup plus nos investissements. Et parmi les gens, je vous disais, qui investissent sans trop regarder, c'est très souvent, si je suis déçu, je peux revendre. En fait, la liquidité, c'est vraiment vu comme une porte de sortie, mais c'est pas parce qu'on a une porte de sortie qu'il ne faut pas vérifier où on met les pieds. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment une bonne chose, un bon moyen d'avoir le bon mindset pour investir, de se dire, voilà, et si je ne pouvais pas vendre pendant 25 ans. Voilà, merci encore pour vos soutiens. À chaque fois, je le dis, mais j'ai vu des nouveaux avis très positifs sur le podcast L'Art d'Investir. Ça me fait super plaisir à chaque fois. Même chose, tous vos commentaires sur YouTube, c'est top. Voilà, donc merci encore pour votre suivi. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre émission.